Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce book haul 100% histoire, partie 2. Aujourd'hui, je me fais une décoction de thym et de laurier. Donc à droite, vous pouvez voir les feuilles de laurier que je suis en train d'écraser pour que ça rentre dans la théière. Ce sont des feuilles bio. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de thym bio, donc c'est cette petite branche là que je suis en train de mettre dans la théière. L'eau est froide et je vais porter à ébullition. Alors le thym est très bon pour soigner les maux divers comme le rhume, l'angine ou la grippe. Et le laurier facilite la digestion et soigne aussi les rhumes, la sinusite et calme la toux. L'eau est en train de bouillir, je vais bientôt retirer du feu et laisser infuser pendant 20 minutes à peu près. Alors voilà, c'est prêt, la couleur est un peu foncée parce qu'en fait juste avant j'avais fait un thé. Et du coup, ça a gardé un petit peu la couleur du thé, même si j'ai rincé la théière. Normalement, c'est beaucoup plus clair que ça. Le premier livre de la sélection est La Dame à la licorne de Tracy Chevalier. C'est une autrice américaine née à Washington en 1962. Alors ici, on est au Moyen-Âge, à la cour de Charles VIII, qui est alors roi de France, et un noble du nom de Jean le Viste va commander une série de 6 tapisseries à Nicolas des Innocents. Tout d'abord très étonné qu'on lui propose ce travail, il va quand même accepter, d'autant plus qu'il tombe amoureux de la fille du commanditaire. Il va d'ailleurs s'en inspirer pour réaliser ses tapisseries, et elle deviendra sa muse. Alors ce livre, vous l'aurez compris, parle d'amour, mais aussi d'art, et va nous plonger dans l'époque médiévale. Je ne connais pas du tout Tracy Chevalier, mais ce livre a d'assez bonnes notes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu des livres de cette autrice et quel titre me conseillez-vous. J'aime beaucoup la couverture de ce livre, L'apothicaire d'Henri Lovenbruck, qui est un pavé de plus de 700 pages. Alors l'histoire se déroule en 1313 et on y suit Andréa Saint-Loup, un apothicaire de métier, qui concocte des potions, des remèdes, des onguents, etc. Et beaucoup de gens font appel à ses services, il est très réputé. Un jour, il va découvrir dans son logement une pièce secrète dans laquelle aurait habité une personne mystérieuse. Et en fait, ça va être le début de l'intrigue, il va se retrouver au cœur d'une énorme machination. Il va être poursuivi par le roi Philippe le Bel, et donc les problèmes commencent pour lui à partir de ce moment-là. Donc c'est un roman policier historique qui ressemble apparemment à du Dumas ou encore à du Umberto Eco. Donc si vous aimez ces deux auteurs, je pense que L'apothicaire d'Henri Lovenbruck peut vous plaire. En tout cas, moi je ne connais pas du tout cet auteur. J'ai déjà lu du Dumas, pas encore du Umberto Eco, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, ce livre a l'air très tentant et assez mystérieux, donc ça peut beaucoup me plaire. Le silence de la mer de Vercors. Donc c'est un auteur du XXe siècle. C'est un pseudonyme, je ne sais plus exactement quel est son nom exact. Il a été résistant lors de la Seconde Guerre mondiale et son bouquin a pour cadre aussi la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un recueil de nouvelles, mais il y en a une principale donc, qui porte le nom Le silence de la mer, le même nom que le titre du livre. Et donc dans ce récit va être mis en scène une famille française qui va se voir contrainte d'accueillir un soldat allemand et qui va se murer dans le silence dès son arrivée. En fait, c'est sa façon de protester contre l'occupation et plutôt que de se révolter et de s'énerver, enfin voilà, d'extérioriser son mal-être, la famille va faire le choix de ne plus parler. Et donc cette attitude va mettre très mal à l'aise le soldat allemand. L'auteur veut faire poser une question un petit peu d'ordre philosophique au lecteur. Il veut qu'il réfléchisse à la question suivante. Peut-on séparer l'humain de sa fonction ? Donc voilà, les autres nouvelles aussi ont pour cadre la France occupée par l'Allemagne hitlérienne. Donc si vous aimez tout ce qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale, ce petit récit peut vous intéresser. On poursuit avec un livre 100% histoire, Désiré Clary de Marie-Célestine Darmaillet,
qui est une femme de lettres, historienne et biographe, et qui a vécu à cheval entre le 19 et le 20e siècle. Donc elle a écrit cette biographie sur Désirée Clary, qui était la petite fiancée de Napoléon. Elle est née en 1777 à Marseille, et va nourrir l'espoir de devenir un jour la femme de Napoléon, sauf que celui-ci est parti à Paris pour affaires, et là-bas il va faire la rencontre de Joséphine de Beauharnais, et ça va tout chambouler dans sa vie puisqu'il va vouloir l'épouser, et va rentrer ensuite rompre ses fiançailles avec la petite Désirée Clary. Elle va se retrouver au plus mal, en dépression, et lui gardera rancune pendant très longtemps d'avoir rompu ses fiançailles avec elle. On a retrouvé d'ailleurs des traces de ses lettres dans lesquelles elle fustige Napoléon de l'avoir laissé tomber. Quelque temps après, elle va épouser son grand adversaire politique en 1798, qui n'est autre que Jean-Baptiste Bernadotte, et qui va être élu prince héritier de Suède, puis va accéder au trône en tant que roi de Suède et de Norvège. Donc la petite Marseillaise va devenir reine de Norvège et de Suède, donc ça va être vraiment un destin incroyable, et elle va laisser derrière elle une lignée de rois, puisque le roi actuel Charles XVI est un descendant direct de Désirée Clary. Donc c'est un destin incroyable pour cette petite provinciale. Elle a réussi à rebondir après son échec amoureux et à devenir l'une des plus importantes reines d'Europe. J'ai trouvé d'occasion ces 3 Gendéion. Alors c'est un auteur que j'ai découvert il y a peu avec Le mystère de la chambre bleue, que vous retrouverez dans mon dernier point lecture. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était vraiment une façon ludique de nous en apprendre beaucoup sur l'histoire, et comme c'est un domaine que je ne maîtrise pas, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là j'en ai trouvé 3, on commence par La maison de l'abbaye. Alors là, dans ce bouquin, Gendéion va emprunter à Conan Doyle 2 personnages emblématiques qui sont Holmes et Watson, et qui enquêtent sur de mystérieuses disparitions de femmes. Donc on est à Paris en 1424 pendant la guerre de Cent Ans. Le deuxième, c'est l'enlèvement de Louis XIV, donc c'est un événement qui a réellement existé quand il était enfant. Donc cette fois-ci, on retrouve Louis Fronsac qui mène l'enquête. C'est le tome 11 d'une série de livres, et dans ce tome, en fait, le roi Louis XIV a été enlevé en 1660 dans son hôtel de Château-Renard, et Louis Fronsac va alors entrer en scène. Il a 3 suspects potentiels et il va tenter de déjouer le vrai du faux, et bien sûr de retrouver le monarque. Donc ça a l'air passionnant. Et enfin, le 3e Gendéion, c'est une étude écarlate. Là encore, c'est un roman historique et il se situe à Paris. On est au XVe siècle et on va retrouver Watson et Holmes qu'on avait aperçus dans le premier bouquin. Et ils vont enquêter sur un complot visant Henri V, qui doit succéder à Charles VI alors décédé. Alors le titre est en lien avec l'eau d'une fontaine qui est devenue rouge, et les habitants du village vont l'interpréter comme un signe annonciateur de désastre. Donc voilà, c'est des livres toujours avec un fond historique, mais qui mêlent enquête policière. Donc il y a toujours des intrigues, c'est super intéressant, et encore une fois, c'est toujours une façon ludique d'en apprendre sur l'histoire. L'amante du pharaon de Naguib Mahfouz, qui est un auteur égyptien. Il s'agit de son second roman et il n'est pas très connu. Alors ici, l'auteur nous plonge dans l'Égypte antique et on va faire la connaissance de 2 personnages qui ont réellement existé apparemment. Il s'agit de la belle Rhodopis et du pharaon Mérénré II. Alors entre eux, il va être question d'une passion dévorante, au point que le pharaon va en oublier ses obligations politiques, et la belle Rhodopis va avoir une mauvaise influence sur lui et mettre le pays en danger. Alors ce livre a des airs de conte de mille et une nuits, donc si vous aimez les ambiances un peu orientales, vous pouvez être séduit par ce bouquin. Alors jusqu'ici, j'ai bien aimé cet auteur, je l'avais découvert notamment à travers Son Excellence ou encore Carnac Café. Donc c'est vraiment un écrivain que j'aime beaucoup, et je pense que le prochain que je vais lire, ce sera celui-ci. Il a l'air très intéressant.
On poursuit avec un peu de littérature russe, Le Chapiteau vert de Lyudmila Oulitskaya. Alors ce roman débute dans les années 50 avec la mort de Staline et va se poursuivre sur quelques décennies, jusqu'à la chute du communisme et de l'URSS. On va y suivre 3 amis d'enfance qui vont grandir ensemble pendant cette période et qui vont avoir des destins complètement différents. Donc l'un va être passionné de littérature, l'autre de musique et le troisième de photographie. Et ils vont tous dénoncer à leur manière le régime en place. Donc il y en a un qui va distribuer des tracts, un autre qui va même être envoyé dans un camp. Donc ils vont avoir toujours des trajectoires différentes, mais vont être liés d'amitié et ne vont jamais se perdre de vue. Donc c'est une vaste fresque historique que l'autrice nous dépeint au travers de ces belles amitiés, et donc sur fond de répression pendant l'époque de la chute de l'URSS. C'est quand même une petite brique. J'aimerais savoir en commentaire si vous connaissez cette autrice et si vous avez lu ce livre et ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Les immémoriaux de Victor Ségalen. Alors c'est un terme que l'auteur emploie pour qualifier les derniers païens des îles de Polynésie, les Maoris, qui suivent des coutumes et une religion ancestrale. Et ils vont devoir faire face à l'envahissement de leur territoire par des Anglais, et surtout à leur prosélytisme, puisqu'ils viennent imposer leur religion de force. Donc c'est la religion catholique qu'ils vont venir imposer à ce peuple d'autochtones. Alors ça va être l'histoire d'une culture qui se meurt, ou plutôt qui va être forcée de s'éteindre, puisqu'on va les obliger à se convertir à la religion catholique. Et ça va être vraiment un déchirement pour eux d'abandonner leurs pratiques ancestrales. Alors sur le papier, ce livre a l'air vraiment très intéressant, mais j'aimerais avoir vos avis en commentaire parce que j'ai lu récemment du Ségalen à travers son bouquin René Lace, mais que je n'avais pas du tout apprécié, j'ai pas réussi à accrocher. Donc j'ai un petit peu peur de retenter cet auteur. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si mes craintes sont avérées ou pas. J'espère que ce livre peut être une bonne surprise. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis. 93 de Victor Hugo. Donc on est en 1793, d'où le titre, et on est aux heures les plus sombres de la Révolution, on est dans la période qui s'appelle la Terreur, donc c'est assez sanglant, une lutte effroyable est en place entre les royalistes et les révolutionnaires, donc si vous aimez cette période de l'histoire, vous serez captivé par ce bouquin, qui a d'ailleurs de très bonnes critiques. Alors c'est assez difficile de résumer cette fresque historique parce que c'est vraiment un gros pavé, mais en tout cas les critiques sont très bonnes et il y a pas mal de gens même qui préfèrent ce roman aux Misérables ou encore à Notre-Dame de Paris, donc vraiment ça a l'air vraiment très tentant. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ce livre, si vous l'avez déjà lu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi ça me tente énormément, j'avais un petit peu envie de lire un Hugo cette année, pourquoi pas celui-ci. Le silence des vaincus de Pat Berker, qui est un livre qui a beaucoup été présenté sur YouTube, il me semble. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Apparemment, c'est une autrice qui revisite la guerre de Troie et qui va lui apporter une seconde lecture puisqu'elle va la raconter du point de vue des femmes. Donc les femmes sont souvent absentes de l'histoire, ou en tout cas très muettes, et là elle va leur donner la parole, et même plus que ça puisqu'elle va les mettre au cœur de l'histoire. Donc ça a l'air très intéressant, c'est un livre qui m'intéresse pas mal, en tout cas j'aime bien le sujet de la guerre de Troie, j'avais bien aimé le film avec Brad Pitt, donc pourquoi pas lire ce livre qui a l'air très intéressant. L'Enchanteur de René Barjavel. Alors honnêtement, j'ai hésité à vous parler de ce livre, mais on va dire que c'est un petit bonus, parce qu'en fait, il n'est pas vraiment historique, c'est plus de la légende, du conte, voire même de la science-fiction.
Ça se déroule pendant la période du roi Arthur en Bretagne et ce bouquin va reprendre un petit peu les personnages emblématiques que vous connaissez tous, à savoir Lancelot du Lac, Merlin l'Enchanteur ou encore Guenièvre. Donc ça va plus relever de la légende et plutôt que de la réalité historique, mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce qu'il a l'air vraiment très sympathique et il a de bons commentaires, donc je me suis dit qu'à la fin de la vidéo ça pourrait être sympa. Je vais juste vous lire les quelques lignes au dos du livre en 4e de couverture. Dans une Bretagne mythique, il y a plus de 1000 ans, vivait un enchanteur. Quand il quitta le royaume des hommes, il laissa un regret qui n'a jamais guéri. Le voici revenu. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui est contes, légendes autour de la période médiévale, ce livre est fait pour vous. La vidéo est maintenant terminée, un grand merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.